Dans les profondeurs invisibles de la finance mondiale, un monstre gigantesque est tapi dans l'ombre. Il grignote les fondations de notre système bancaire depuis des décennies. Cette créature venue des enfers, longtemps isolée du monde, vient tout juste d'émerger des ténèbres et s'apprête à semer le chaos parmi les hommes. On l'appelle le shadow banking. Vous avez eu peur, hein? Non? Eh bien, vous devriez. Cette finance parallèle représente aujourd'hui près de la moitié du système financier mondial. On parle de 250 000 milliards de dollars. Rendez-vous compte. Pourtant, elle évolue dans un angle mort réglementaire absolu. Les hedge funds comme Citadel et Bridgewater utilisent des effets de levier délirants, jusqu'à 100 fois leur capital, pour générer des profits monstrueux. La contrepartie, c'est que leur stratégie fait courir des risques systémiques à l'économie mondiale. Et le pire dans tout ça, personne n'est aux commandes. Les régulateurs l'admettent, ils n'ont qu'une vision partielle de ce système opaque. Le FMI tire la sonnette d'alarme, la Fed s'inquiète, même Goldman Sachs reconnaît que quelque chose ne tourne pas rond. En avril dernier déjà, nous avons frôlé la catastrophe. Un mini crash éclair sur le marché obligataire a été étouffé in extremis par les banques centrales. Personne n'en a parlé, mais c'était le symptôme d'une maladie bien plus grave. Car le shadow banking est non seulement devenu énorme, mais il est aussi terriblement connecté avec le système bancaire traditionnel. Ce n'est plus une question de si, mais de quand la prochaine crise frappera. Et cette fois, elle ne viendra pas des banques, mais de cette zone d'ombre qu'on a délibérément laissé se développer depuis 2008. Dans cette vidéo, je vous invite à plonger dans cet univers clandestin et ignoré. Vous allez comprendre comment fonctionne la finance de l'ombre, qui sont ses vedettes et pourquoi elle rend l'économie mondiale si vulnérable. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous parler d'un sujet préoccupant, vos données personnelles. Cette année, les données de millions de Français ont été exposées, Pôle emploi, SFR, Free, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en ce moment même, des centaines d'entreprises appelées data brokers vendent vos informations privées, vos noms, adresses, numéros de téléphone ou historique d'achat. Et quand ces données tombent entre de mauvaises mains, ça peut mener à des usurpations d'identité, des arnaques ciblées ou même du harcèlement. C'est là qu'intervient Incogni, notre partenaire qui révolutionne la protection des données. Son service automatisé contacte ces data brokers pour exiger la suppression de vos informations personnelles. Plus besoin de le faire manuellement, ce qui prendrait des centaines d'heures. Incogni s'occupe de tout et veille à ce que vos données restent privées. En ce moment, profitez d'une réduction exceptionnelle de 60% sur l'abonnement annuel avec le code MoneyRadar. C'est l'occasion idéale de reprendre le contrôle de vos données personnelles. Rendez-vous dans la description pour en profiter. En moins de 15 ans, le shadow banking s'est transformé en une force terrifiante. Un mastodonte incontrôlable qui défie toute régulation et qui menace l'équilibre financier mondial. Je ne dis pas ça en l'air. Aujourd'hui, plus de la moitié des actifs financiers du monde sont détenus par la finance parallèle. C'est démentiel, c'est 3 fois le PIB mondial et 9 fois la dette américaine. C'est tellement énorme que ça dépasse l'imagination. Et tout ça, je le répète, en moins de 15 ans. Vous les avez peut-être déjà croisés au détour d'un article, dans les médias spécialisés ou ici même sur MoneyRadar, sans vraiment prendre la mesure de leur importance. Les titans de la finance de l'ombre, comme Bridgewater, Citadel ou encore Millennium, sont célèbres pour leurs performances financières saluées par les investisseurs du monde entier. Mais ce sont aussi de véritables empires, capables de déplacer les marchés mondiaux d'un simple clic. À eux seuls, les 10 plus grands hedge funds contrôlent 1430 milliards de dollars d'actifs, c'est plus que le PIB de l'Espagne, mais le club accueille aussi des fonds monétaires, des plateformes de financement alternatifs, les plus grosses banques d'investissement et toutes les activités en gestion passive des Big Five américaines. On les appelle institutions financières non bancaires ou IFNB, et contrairement aux banques traditionnelles, tous les membres de ce joyeux club de l'ombre agissent avec une liberté quasi totale sur les marchés. Et quand ils font des affaires, ils n'hésitent pas à utiliser des leviers financiers vertigineux, jusqu'à 100 fois leur capital. Rien ne leur fait peur. En clair, avec 1 milliard en poche, ils peuvent engager 100 milliards, une folie interdite aux banques traditionnelles, mais pas à eux. Alors, comment est-ce possible ? Petit retour en arrière jusqu'en 2008.
À l'époque, les régulateurs, et notamment Paul Volcker, l'ancien président de la Fed, ont cherché à limiter la prise de risque des banques. Certaines activités spéculatives leur ont été interdites, le genre d'activités qui ont justement plongé le monde dans la tourmente et abouti à la faillite de Lehman Brothers. Une décision plus que raisonnable pour protéger les clients des activités trop risquées de leurs banquiers, mais pour autant, le risque n'a pas disparu. Il a simplement changé d'adresse. Il s'est déplacé vers les hedge funds géants, les fintechs ou les banques d'affaires, beaucoup moins régulés, beaucoup plus agressifs et moins regardant sur la qualité des gens à qui ils prêtent de l'argent. Ironie de l'histoire, en voulant rendre le système plus sûr, on l'a peut-être rendu encore plus fragile. Car aujourd'hui, ces titans ne se contentent pas de financer les marchés ou les États avec des actions ou des obligations classiques. Ils jouent avec des stratégies complexes, ultra sophistiquées, souvent incompréhensibles pour le grand public, et même pour une partie des régulateurs. Parmi ces stratégies, il en est une qui concentre toutes les inquiétudes. Un jeu d'apparence technique qui sème déjà les graines du prochain chaos financier. Lui aussi, il porte un nom, le basis trade, un terme barbare qui fait frissonner les régulateurs. Le basis trade est une stratégie financière qui consiste à profiter de l'écart entre le prix d'une obligation et son contrat à terme via l'utilisation du crédit court terme souscrit sur un marché spécifique qui s'appelle le marché des repos. Vous n'avez rien compris? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Explication. Le basis trade exploite la différence de prix entre un actif au comptant, par exemple une obligation, de l'or ou tout autre actif réputé sûr, et sa valeur future qui est déterminée par un instrument financier, le contrat à terme. Le contrat à terme est un simple accord qui fixe aujourd'hui le prix d'un actif qui sera livré et payé demain. C'est par exemple l'agriculteur qui vend sa prochaine récolte au prix actuel du marché. Si à la fin de la saison les prix ont augmenté, tant pis pour lui. Il aurait pu gagner plus s'il avait attendu. Mais si au contraire les prix ont baissé, il est gagnant. Il aura vendu plus cher que ses voisins. Cette différence entre le prix d'un actif et celui qui figure sur le contrat à terme s'appelle la base. Et c'est cette base que le shadow banking s'efforce d'exploiter, avec des matières premières, mais surtout avec des obligations. Jusqu'à maintenant, rien de bien méchant, si ce n'est que c'est diablement risqué. Mais pour gagner plus, les aficionados du basis trade vont encore plus loin en faisant intervenir les acteurs du marché des repos. Les repos, abréviation de Repurchase Agreements, ce sont des prêts ultra brefs d'une durée souvent inférieure à 24 heures. Ici, on vous donne du cash en échange de titres, surtout des titres réputés très sûrs, comme les treasuries américaines, qui permettent d'obtenir des leviers importants. Quand un fonds d'investissement achète une obligation d'État américaine, il emprunte d'abord l'argent avec levier sur le marché des repos, puis il utilise ensuite le cash pour le basis trade. Les opérations sont courtes mais très nombreuses et mises bout à bout, les profits sont colossaux. Mais ça, c'est quand tout va bien. Le fondement même du système, c'est la confiance dans ces actifs réputés sûrs. Et elle est fragile. Si pour une raison ou une autre, la valeur des obligations bouge un peu trop, ou si le coût de l'emprunt à court terme grimpe trop vite, l'effet de levier se retourne brutalement contre les investisseurs. Les fonds les plus exposés au basis trade sont forcés de vendre à toute vitesse, d'importants mouvements qui entraînent la chute des marchés et menacent l'ensemble du système financier. C'est ce qui s'est passé en mars 2020, au début de la crise sanitaire. À l'époque, le milieu a connu un mini-crash éclair. Personne ne voulait plus financer les repos, même contre des bons du Trésor. Et il a fallu une intervention massive de la Fed pour empêcher l'effondrement. En 2022, au Royaume-Uni, les fonds de pension ont failli provoquer un crash obligataire. La Banque d'Angleterre avait dû intervenir en urgence et acheter massivement pour soutenir les cours. Et en avril 2025, rebelote. L'annonce surprise de nouveaux tarifs douaniers aux États-Unis a provoqué un autre mini-crash obligataire. Et le marché des repos a enregistré un nouvel accès de fièvre. Heureusement, dans tous ces cas, il n'y a pas eu de crise, du moins pas encore, mais le monde a eu chaud. Pourquoi? Parce que tout est monté sur levier, sur de la dette à court terme, dans une structure ultra fragile et qu'un petit choc local peut devenir systémique. Les fonds monétaires, ceux qu'on dit sûrs, ceux où dorment tranquillement les économies de 80% des habitants d'une économie occidentale, sont le maillon faible de ce mécanisme. Si les hedge funds chutent, ils seront aussi aspirés dans la tourmente, car devinez qui finance les repos et qui échange du cash contre des actifs. Bref, ce n'est pas seulement l'histoire de quelques milliardaires qui jouent à la roulette en coulisses, c'est tout l'édifice financier mondial qui est concerné. Et l'événement d'avril dernier semble n'avoir été qu'un coup de semonce, et depuis, les signaux d'alerte se multiplient. D'abord, la vente massive d'actions techno par les hedge funds. Selon un rapport récent de Goldman Sachs, jamais les fonds spéculatifs n'avaient autant dégarni leur portefeuille d'actions technologiques aussi vite. Et traditionnellement, quand les stars de la tech sont abandonnées, ce n'est pas un choix anodin, ça veut dire un besoin urgent de cash. Bref, ce n'est pas bon. On vend en priorité ce qui est liquide et ce qui rapporte. Deuxième signal, l'explosion du marché des repos.
Les emprunts à court terme, indispensables au basis trade, ont doublé en 2 ans et je vous parle de plus de 6 000 milliards de dollars qui circulent chaque jour dans l'ombre. C'est de l'oxygène à très haut débit pour les fonds, mais c'est aussi une bombe à retardement car la dette s'accumule. Le troisième signal est un spectre venu du passé. Il s'appelle Long Term Capital Management. En 1998, ce hedge fund, géré par des prix Nobel, est devenu tristement célèbre pour avoir misé sur les écarts de prix des obligations. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais avec un effet de levier gigantesque de plus de 25 fois son capital, un petit mouvement de marché a suffi à provoquer un effondrement. Le résultat, un sauvetage d'urgence orchestré par la Fed et une panique bancaire évitée de justesse. Mais le système en est ressorti encore plus dépendant au levier. Enfin, le dernier signal, ce sont les interventions répétées de la Fed, celles d'hier, mais surtout celles d'aujourd'hui. Les milliards injectés à chaque nouvelle secousse empêchent l'accident de se produire, mais au prix de créer demain un problème encore plus gros. Récemment, c'est le FMI qui a tiré la sonnette d'alarme. Dans un chapitre complet de son rapport sur la stabilité financière mondiale, paru en avril 2025, il s'inquiète de la montée en puissance du crédit privé. Le crédit privé, le fameux private equity des anglo-saxons, c'est une forme de financement née il y a 30 ans pour aider les entreprises exclues des circuits bancaires classiques. Trop risquées pour les banques ou trop petites pour émettre des obligations, ces sociétés ont pu se développer en s'adressant aux acteurs du shadow banking, plus audacieux. Aujourd'hui, ce marché dépasse les 2100 milliards de dollars. Les fonds de pension, les assureurs, les institutionnels adorent ces placements. Ils offrent des rendements plus élevés, une volatilité plus faible. Ils paraissent sûrs, mais c'est une illusion. Derrière les apparences, plusieurs risques majeurs. D'abord, ils offrent peu de transparence sur la qualité des prêts. Ensuite, pour maximiser les rendements, on l'a vu, les fonds s'endettent parfois massivement. Et dans cette ruée vers les deals, petit à petit, les exigences baissent, les marges bénéficiaires aussi, et les clauses de protection sont assouplies. Le FMI s'inquiète surtout de l'interconnexion croissante avec les banques traditionnelles, qui exposerait tout le système financier à un effet domino. Alors justement, à quoi ça va ressembler demain ? Pour le moment, tout a l'air sous contrôle, mais ce n'est qu'une illusion. Alors qu'ils constituent la plus grosse part de la finance de l'ombre, les hedge funds échappent largement aux régulations bancaires classiques. Ils ne sont pas soumis aux mêmes exigences de fonds propres et de transparence que les banques traditionnelles. Ils sont libres d'utiliser des leviers massifs, de prêter, d'emprunter, de multiplier les opérations risquées quasiment sans surveillance. Cette liberté, ils y tiennent et ils se battent pour elle. Wall Street dépense des fortunes chaque année en actions de lobbying pour influencer les décisions politiques. Des armées d'avocats, d'économistes et de communicants sont mobilisés pour freiner toute velléité de régulation. Et le message est toujours le même. Laissez-nous faire, on sait ce qu'on fait. Sauf que l'histoire a montré, encore et encore, que ce genre de confiance aveugle finit toujours par coûter très cher. Et aveugle, c'est le mot qui convient, puisque le système entretient aussi son opacité. Même les régulateurs les mieux intentionnés peinent à voir clair dans la jungle du shadow banking. Entre les montages complexes, les marchés fermés comme celui des repos, les paradis fiscaux où sont domiciliés certains fonds, personne n'a une vision complète de l'ampleur du risque, pas même la Fed. Et ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le prévenir. Pour limiter les risques, il faudrait imposer des limites d'endettement strictes, réformer le marché des repos, mais ces solutions restent au stade de rapports, de propositions ou d'études. Rien de concret n'a été mis en œuvre à grande échelle. Alors d'un côté, on se félicite d'avoir réduit les risques qui pèsent sur la finance mondiale depuis 2008, avec des banques traditionnelles de plus en plus surveillées et contraintes. Et de l'autre, on a laissé une gigantesque bulle d'endettement et d'opérations risquées se former juste à côté. Étonnant comme comportement. Les hedge funds profitent de ces zones grises du système financier entre les marchés traditionnels de Wall Street et les espaces moins régulés de la finance. Leurs performances impressionnantes masquent une réalité préoccupante. Si un seul grand acteur du shadow banking perdait l'accès à ce financement crucial, ou si une contrepartie importante refusait de renouveler ses prêts, nous assisterions à un blocage immédiat du système. La défaillance d'un hedge fund majeur peut déstabiliser l'ensemble du marché, et si plusieurs fonds fortement exposés aux mêmes actifs devaient vendre simultanément en situation d'urgence, l'impact serait dévastateur pour l'ensemble du système financier. Nous avons déjà connu ce scénario en 1998 avec l'effondrement de Long Term Capital Management. Nous l'avons frôlé en 2008 et aujourd'hui, tous les indicateurs suggèrent que nous sommes dans une configuration similaire. Bon, d'accord, mais alors moi, qu'est-ce que je fais pour protéger mon argent ? D'abord, gardez votre sang-froid. Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous expliquer que le monde va s'écrouler, mais plutôt de vous alerter sur un problème trop peu traité dans les médias traditionnels.
inutile de paniquer ou de fuir la bourse, il faut garder une vision à long terme, on n'est pas au casino. Les mouvements de panique ne durent qu'un temps, mais les entreprises solides, celles qui présentent toujours de bons ratios, traversent toutes les tempêtes. Dans ce genre de crise, l'investisseur patient est souvent celui qui s'en sort le mieux. La deuxième règle, c'est la diversification. Ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Avoir des actions, oui, mais aussi des obligations, un peu de liquidité, voire de l'or, de l'argent ou d'autres valeurs dites refuges, des actifs réputés stables en temps de crise. Troisième règle, gardez une réserve. Un peu de cash de côté vous donne de la liberté, celle de ne pas vendre dans la panique, mais aussi d'acheter quand tout le monde fuit. Enfin, gardez un œil sur les signaux systémiques, tension sur le marché des repos, flambée de la volatilité ou resserrement brutal du crédit sont souvent les premiers symptômes d'une crise imminente. Comptez sur nous pour surveiller la situation comme le lait sur le feu et tout vous rapporter. Et n'oubliez pas, si vous voulez protéger vos données personnelles contre les fuites et les reventes d'informations, pensez à Incogni. Son service automatisé nettoie et protège vos informations privées des data brokers. Profitez de 60% de réduction avec le code MoneyRadar, le lien est en description. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar.